Et les grandes ils entreprises, auront ça les une touchera. monnaie. Mais maintenant... Eux, ils auront une monnaie. Mais les exports, ça les Vous pouvez touchera. arrêter de me couper la parole 2 minutes. Non, mais vous parlez beaucoup, Madame Le Pen. Oui, je parle beaucoup, mais vous allez vous rattraper. Et ça, c'est absolument malheureux. N'ajoutez pas à votre indignité personnelle celle de nos institutions mais c'est ça. de grâce. Allez, soumettez-vous. Notre pays mérite mieux que ça. Je ne me soumets à personne. Vous êtes à plat ventre en permanence devant l'Allemagne, devant le syndicat de la magistrature, devant l'UOIF, devant les communautaristes, devant les puissances d'argent, devant les banques, à plat ventre. Mais Madame Le Pen, le candidat à plat ventre. Je suis debout. Après un débat très critiqué en 2017, et aussi bien du côté du Rassemblement national que de celui de la République en marche, l'objectif était cette année de tenir des propos plus clairs, sur un ton plus calme, sans trop d'altercations. Aussi, dans cette optique, rien n'avait été laissé au hasard, chaque détail négocié par les deux camps en amont. On citera par exemple la longueur de la table, le choix du cadrage de chaque plan, celui des présentateurs ou encore celui des images défilant en arrière-plan. Dans l'ensemble, l'objectif fut atteint et ce débat se tint plus calmement qu'en 2017, comme l'ont d'ailleurs constaté les deux candidats à l'issue du débat. Puisque le temps presse... On est beaucoup plus discipliné qu'il y a 5 ans, Madame Le Pen. Oui, c'est vrai. Écoutez, on voit qu'on vieillit. Je crois que c'est factuel, je serai très respectueux à votre égard. Vous, ça ne se voit pas, moi j'ai peur que ça se voit beaucoup, Madame. On reprocha toutefois à Emmanuel Macron d'arborer quelquefois un ton professoral et à Marine Le Pen de ne pas avoir su lui tenir tête alors que les thèmes majeurs de son programme étaient abordés. Quelques jours plus tard, le dimanche 24 avril, seuls 72% des Français se sont déplacés jusqu'à leur bureau de vote pour le second tour. Une abstention de plus d'un quart des inscrits, impressionnante donc, au regard notamment de celle du premier tour, de 2% moins conséquente, comme de celle des précédents second tours, auxquels la tendance de l'abstention est à la hausse depuis 15 ans. Une abstention record, dépassée seulement une fois sous la Ve République, il y a plus de 50 ans. Et si ce chiffre est si élevé, c'est notamment car une partie non négligeable des électeurs de Jean-Luc Mélenchon au premier tour ne s'est pas déplacée au second. Pour mieux le comprendre, prenons l'exemple de la Seine-Saint-Denis, un département qui avait voté à près de 50% pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour. L'abstention fut, en partie car ne pouvant plus voter pour le candidat insoumis, les partisans de Jean-Luc Mélenchon se sont abstenus, de 7 fois plus importante qu'au premier tour. Enfin, les votes blancs et nuls représentent 6% des voix des électeurs s'étant déplacés. Presque sans surprise, ce fut Emmanuel Macron qui remporta, comme en 2017, un second tour l'opposant à Marine Le Pen. Il a pour cela obtenu une grande majorité chez les moins de 50 ans, les plus de 60 ans et les Français résidant à l'étranger. Pour son discours, il choisit le Champ de Mars pour que sa réélection soit médiatisée autour d'une image, celle du candidat français réélu devant un des symboles de l'Hexagone connu dans le monde entier, la Tour Eiffel. Comme en 2017, il arriva d'un pas lent au rythme de l'Ode à la joie, l'hymne européen. Seule différence avec sa précédente élection, il arriva entouré de son épouse et de quelques adolescents. Lors de son allocution, il salua les électeurs n'ayant pas voté, je cite, pour soutenir les idées qu'il porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Une part majeure de son électorat au second tour, représentant près de 9 millions de personnes. En effet, des 19 millions de citoyens l'ayant élu au second tour, seuls 10 millions l'avaient choisi au premier tour, soit uniquement 1 sur 2. À présent, intéressons-nous aux écarts du second tour. Nous avons pour vous calculé ceux de tous les scrutins réalisés au suffrage universel et les avons représentés graphiquement. En 1965, Charles de Gaulle avait devancé de 10 points François Mitterrand, un écart important, mais moins que celui de 1969, à l'issue duquel Georges Pompidou obtiendra 16 points d'avance sur Alain Poher. Un écart très important au regard de celui du scrutin suivant, d'1,5 point seulement, résultat d'un duel très serré entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand.
Un duel pareil au suivant, si ce n'est que ce dernier fut remporté un peu plus nettement par VGE. Mais Mitterrand, 2 fois perdant face à Giscard, se représenta face à Jacques Chirac en 1988, obtenant assez largement son premier et dernier mandat. 7 ans plus tard, Chirac remporta un second tour qui l'opposait cette fois à Jospin. Et si jusque-là, c'étaient des candidats de droite et de gauche qui s'affrontaient pour la présidence, en 2002 arriva le premier candidat d'extrême droite, Jean-Marie Le Pen. Le barrage à ses idées fut tel que Jacques Chirac obtint près de 65 points d'avance sur lui. 5 ans plus tard, ce fut à nouveau un duel droite-gauche qui opposa cette fois Nicolas Sarkozy à Ségolène Royal, pour lequel l'écart fut dans la moyenne, un peu plus de 6 points. En 2012, lorsque Nicolas Sarkozy se présenta à sa réélection, il fut cette fois battu par la gauche, alors portée par François Hollande. En 2017, avec le retour de l'extrême droite, la résistance fut encore très importante, mais moins qu'en 2002. Enfin, en 2022, l'écart se réduit encore, l'extrême droite gagnant du terrain dans le paysage politique. Et c'est d'ailleurs cette évolution que je vous propose d'observer à présent. Nous avons ici représenté graphiquement les écarts des seconds tours auxquels l'extrême droite participait, d'abord avec Jean-Marie Le Pen, puis avec sa fille, Marine Le Pen. Il est alors clair que l'extrême droite parvient chaque fois à diviser cet écart par 2, ce qui montre une forme de normalisation de la droite radicale en France. En effet, si en 2002 elle n'avait su obtenir que 18 points, elle est parvenue 20 ans plus tard à réunir plus de 40% des Français. Cette montée permanente a d'ailleurs été saluée par la candidate du Rassemblement national comme, je cite, une éclatante victoire. Mais alors, quels sont ceux qui ont voté majoritairement pour Marine Le Pen? Cette année, ce sont les Outre-mer qui ont voté majoritairement pour elle, comme le montrent ces pourcentages des suffrages obtenus par territoire, mais aussi la moyenne de tous ces scores. Enfin, la seule tranche d'âge à avoir voté majoritairement pour Marine Le Pen est, selon Ipsos Soprasteria, les 50-59 ans. Le troisième homme du premier tour, Jean-Luc Mélenchon, qui avait talonné Marine Le Pen le 10 avril, a lui aussi réagi à la réélection d'Emmanuel Macron. Il a qualifié la défaite de Marine Le Pen de bonne nouvelle, tout en dénonçant une fois de plus la politique d'Emmanuel Macron, en affirmant que ce dernier était le plus mal élu des présidents de la Ve République. Enfin, il a appelé ses partisans à une mobilisation massive en vue des législatives, leur demandant, je cite, de l'élire Premier ministre. Et pour clore ce reportage, je vous propose justement d'aborder les élections législatives qui auront lieu dans un peu moins de 2 mois. Elles se tiennent après le scrutin présidentiel et en 2 tours. Elles ont pour objectif d'élire les 577 députés qui siégeront à l'Assemblée nationale. Pour cela, chaque circonscription élira son représentant en 2 tours. Chaque candidat ayant obtenu plus de 12,5% des suffrages accède au second tour qu'il ne peut remporter qu'avec le score le plus élevé. Enfin, et c'est là que les propos de Jean-Luc Mélenchon prennent tout leur sens, le parti obtenant une majorité de sièges à l'Assemblée obligera la présidence à une cohabitation avec un gouvernement issu du dit parti majoritaire. Alors, quelles alliances seront conclues en vue des législatives? L'abstention sera-t-elle aussi proche du record qu'elle le fut pour la présidentielle? Un parti méconnu créera-t-il la surprise? Sinon, la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon parviendra-t-elle à infliger une cohabitation à Emmanuel Macron? Réponse dans 2 mois.